Evening News. Lancement des épreuves du baccalauréat, le Premier ministre donne le coup d'envoi au groupe scolaire de Kalabankoura ACI en compagnie du ministre de l'Éducation nationale. Ça ne va pas au sein du parti politique URD. Ses responsables se sont rencontrés le samedi dernier pour parler de l'avenir du dit parti. À l'international, le Premier ministre palestinien déclare que le Liban recevra de l'aide médicale. Bonsoir chers téléspectateurs, si vous nous rejoignez, bienvenue sur Joliba TV News. Nous en parlions à l'entame de cette édition, les épreuves de la session 2021 du baccalauréat ont débuté ce matin. Le coup d'envoi a été donné au groupe scolaire de Kalabankoura ACI par le Premier ministre Shogel Kokala Maïga et le ministre de l'Éducation nationale. Adama Sanogo nous fait le point. Deuxième sujet, bien qu'on vive ensemble, signifie qu'on se querelle. C'est parti pour les épreuves de la session 2021 du baccalauréat malien. Elles ont démarré dans plusieurs régions du Mali, notamment le district de Bamako. Cette année, ils sont plus de 180 000 candidats à se présenter à ce concours annuel. Le groupe scolaire de Kalabankoura ACI a été choisi à l'occasion pour le coup d'envoi des épreuves par les autorités de la transition. On a commencé par les épreuves spéciales de la santé, le CAP, le BT, le DF, et aujourd'hui nous sommes au dernier virage. Il s'agit du baccalauréat malien. Cette étape pour l'obtention du fameux sésame du baccalauréat est très importante pour les apprenants, soutient Shogel Kokala Maïga. Votre avenir dépend beaucoup de ce que vous ferez pendant ces quelques jours. Nous sommes donc venus vous encourager et vous dire que le pays entier vous regarde. Aminata Sangaré, une candidate à la quête du prestigieux diplôme, avoue que les sujets sont abordables. Bon, je crois que c'est pas trop difficile quand même, surtout le 1. En outre, le Premier ministre de la transition compte sur la vigilance des surveillants pour le bon déroulement du baccalauréat. Sur votre vigilance, sur votre capacité à faire en sorte que ces épreuves de baccalauréat soient les mieux surveillées dans l'histoire récente de notre pays. Le Mali compte sur vous. Toutefois, le ministre de l'Éducation nationale appelle toujours les syndicats signataires du 15 octobre 2016 à renouer davantage le dialogue avec le gouvernement. Et c'est pour refonder le système éducatif malien sur des béquilles plus solides. Aussi à la une, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Commémorée chaque année le 23 août, cette journée internationale vise à inscrire la tragédie de la traite dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel, la route de l'esclave, elle doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les modalités et les conséquences de cette tragédie, ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. Par la circulaire CL 3494 du 29 juillet 1998 du directeur général de l'UNESCO au ministère de la Culture, tous les États membres sont invités à organiser des manifestations le 23 août de chaque année. Lors de sa 29e session, le Conseil exécutif de l'UNESCO a adopté la résolution 29C40. Le Tchad a réduit de moitié son contingent de 1200 soldats du dispositif G5 Sahel, un contingent qui avait été déployé en février dernier dans la zone dite des 3 frontières pour lutter contre les groupes djihadistes. Notre reporter Aruna Saliakone a rencontré un analyste sur le sujet. Selon le spécialiste sécuritaire, ce retrait est stratégique. Suivons. Le Tchad a annoncé le samedi dernier avoir retiré 600 soldats de ses effectifs déployés au sein de la force antiterroriste du G5 Sahel. Ce retrait intervient 4 mois après le décès d'Idriss Déby Itno à la suite de la rébellion du FACT. Cet incident a changé la donne au niveau de la sécurité intérieure tchadienne. Le pays fait face aux défis sécuritaires intérieurs. Nous avons la tension du côté de Centrafrique, nous avons les FACT qui s'organisent au niveau de la Libye, avec aussi d'autres
entités rebelles qui ne veulent qu'une chose, c'est-à-dire renverser le régime actuel. Le Tchad est entouré de foyers de combat et il n'est pas quand même facile pour eux de déployer l'ensemble de leurs soldats, que ce soit dans la bande de lac Tchad ou dans la zone des 3 frontières. Donc il est important pour eux qu'un certain nombre quand même de militaires puissent revenir dans le pays et puissent aussi protéger le pays. Ces retraits peuvent s'expliquer aussi par un défaut d'atteinte de résultats concrets lors des opérations selon notre analyste. Si nous regardons les 2 opérations qu'ils ont menées de février à nos jours, nous comprenons que les militaires tchadiens, l'engouement qu'ils avaient lors de leur déploiement, ils sont quand même un peu déçus par rapport aux résultats qu'ils ont fournis lors des 2 opérations. Parce que vous déployez plus de 900 hommes ou 600 hommes sur le terrain avec des matériels lourds et tout ce qu'il faut, avec l'appui aussi aérien, et on se retrouve avec 2 djihadistes capturés, une moto, c'est quand même assez faible. Les récents massacres de communautés dans la zone des 3 frontières confirment, selon notre interlocuteur, l'inefficacité du dispositif. Si vous regardez dans ce mois, ou du mois passé jusqu'à nos jours au Niger, on est autour de 6 à 7 massacres de communautés faits par ces groupes armés djihadistes. Nous pouvons aussi dire l'attaque de l'Abéjanga, de Ouattaguna tout de suite. La même chose s'est passée du côté burkinabé, mais sans que le G5 ne bouge un seul doigt et sans qu'on entende parler de ces fameux soldats tchadiens. La diminution de l'effectif serait aussi stratégique, dans la mesure où le dispositif sera plus léger et plus mobile. L'idéal pour eux, c'est s'ils diminuent les hommes, ils peuvent quand même faire des opérations, c'est-à-dire, on peut dire plus légères, qui vont aller cibler un certain nombre de groupes et revenir. C'est-à-dire, c'est plus léger et c'est plus efficace. 7 ans après sa création, le G5 Sahel peine toujours à atteindre son objectif principal qui est de lutter contre le terrorisme dans ses 5 États membres, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad. Nous parlons à présent de la transition. Les autorités de la transition malienne sont sommées par la Cour de justice de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, de fournir des explications d'ici au 28 août sur la situation de l'ancien président de la transition Bandao et l'ex-premier ministre Mokhtar Ould, 2 personnalités qui sont en résidence surveillée depuis le coup de force du 24 mai dernier ayant provoqué leur démission. Ces situations constituent des violations, dénonce Maître Mamadou Ismaël Konaté, l'avocat de Bandao et de Mokhtar Ould. Il continue, je cite, « Et c'est pour cela qu'en saisissant le procureur de la commune 3, qui lui-même a transmis ma plainte nominative personnelle contre le colonel Assimi Goïta, l'a transmis donc au procureur général. J'attends que ces autorités judiciaires se prononcent très vite et j'attends également que la Cour de justice de la CEDEAO, qui en principe doit recevoir une suite de l'État du Mali à la fin de ce mois, se prononce également sur ce qui concerne les mesures urgentes qui ont été faites. » Fin de citation. En effet, après être démis du pouvoir suite au coup de force du vice-président Assimi Goïta le 24 mai dernier, les anciens présidents et premiers ministres de la transition Bandao et Mokhtar Ould sont assignés à résidence depuis leur libération le 27 mai 2021. Une libération surveillée car les 2 personnalités ne sont pas libres de leur mouvement. Si le président Bandao, privé de sortie, est détenu à la résidence de la base B, Mokhtar Ould, quant à lui, est émuré dans sa résidence privée à la Cité du Niger à Bamako. Peu de temps avant de saisir la Cour de la justice de la CEDEAO, Maître Mamadou Ismaël Konaté avait affirmé en fin juillet dernier d'être empêché de voir ses clients Bandao et Mokhtar Ould et avait dénoncé, je cite, « Ils sont assignés à résidence contre leur gré et en l'absence de toute base légale », affirme-t-il. Et il faut le rappeler pour toutes les personnes qui sont les auteurs de cette situation-là aujourd'hui, y compris le président Assimi Goïta, y compris le premier ministre Choguel Maïga, y compris le ministre de la Justice. Tous se rendent coupables de voies de fait, d'arrestations illégales, tous se rendent coupables et complices d'assignation et résidence dans des conditions non conformes au droit. Fin de citation. Malgré l'implication de l'ONU à travers son expert indépendant, chargé des droits de l'homme Alioune Tine, la privation de liberté des anciennes autorités de la transition est restée jusqu'à ce jour irrésolue. Par conséquent, les autorités de la transition ont jusqu'au 28 août pour fournir à la Cour de justice de la CEDEAO des explications sur l'assignation à résidence des anciens présidents et premiers ministres de la transition.
Ça ne va pas au sein du parti politique URD. Ses responsables se sont rencontrés le samedi dernier pour parler de l'avenir du parti et des questions relatives aux futurs candidats à la présidentielle de 2022. Eladj Malik Guité. L'IRD est sur le point de l'implosion. Les partis politiques Union pour la République et la démocratie suscitent plusieurs interrogations à quelques encablures des prochaines élections. À l'appel de son président par intérim, le professeur Salikou Sanogo, plus de 200 membres de cette formation politique se sont réunis le samedi passé pour se pencher sur l'épineuse question concernant la candidature du parti de la poignée de main lors de la présidentielle de 2022. Ainsi, après plusieurs heures de discussion, les responsables du 10 partis politiques ont jugé nécessaire de convoquer une conférence nationale statutaire le 23 octobre prochain. Mais bien avant, une commission sera mise en place avec pour mission la définition des conditions à remplir pour chaque éventuel candidat à la candidature de l'IRD pour l'élection présidentielle. Cette rencontre d'urgence est intervenue suite à une pétition lancée par les partisans de l'ex-premier ministre Dr Boubou Cissé, fraîchement arrivé et déjà favori pour être le porte-étendard du parti. Ces partisans demandent à ce qu'une conférence nationale extraordinaire soit organisée dans les meilleurs délais pour trancher sur cette question de candidature. En outre, réclame la démission du président par intérim de l'IRD, le professeur Salikou Sanogo, supposé être non favorable à la candidature de l'ex-premier ministre. Outre Boubou Cissé, plusieurs autres personnalités politiques maliennes sont annoncées comme pouvant être le futur candidat de l'IRD à la présidentielle de 2022. On peut citer entre autres Maître Demba Traoré, secrétaire à la communication du parti, et l'ex-ministre sous le régime d'Ibeka, Mamadou Igor Diarra. Après Feu Ismaïla Cissé, qui pour diriger le bateau IRD? Question difficile à répondre pour l'instant. À quelques pas de l'élection présidentielle, cette grande formation politique malienne est en proie à des dissensions internes qui pourront précipiter le départ de certains caciques du parti, selon des informations. En attendant, tous les regards sont tournés vers la prochaine conférence nationale extraordinaire qui doit se tenir après celle du 23 octobre pour connaître le successeur de Feu Ismaïla Cissé. Le 23 août est dédié à la commémoration de l'abolition de la traite négrière. Donc nous allons visiter la Maison des Esclaves dans l'image du jour. La Maison des Esclaves est un édifice historique situé sur l'île de Gorée à Dakar au Sénégal. L'actuelle Maison des Esclaves date de 1776 et elle a été ouverte en 1962. Elle est située dans la rue Saint-Germain sur le côté est de l'île. Elle se trouve face au musée de la femme Henriette Bathily. En dépit des études historiques qui ont montré que la Maison des Esclaves n'aurait pas joué le rôle attribué par certains dans les traites négrières, elle reste un lieu qui revêt pour beaucoup une grande portée symbolique en tant qu'emblème de la traite négrière. Au fil des décennies, les récits et la détermination de son conservateur Boubacar Joseph Ndiaye ont contribué à faire connaître la Maison des Esclaves dans le monde entier. Sous l'égide de l'UNESCO, un timbre français consacré à la Maison des Esclaves est émis en 1980 dans la série Patrimoine mondial. Le nombre de visiteurs est estimé à 500 par jour. C'est considérable si l'on sait par ailleurs que le plus grand parc national du Sénégal, le Niokolo Koba, n'en reçoit que 3000 par an environ. À présent, l'actualité internationale avec Fanta Diarra. L'avocat belge de Paul Rozes-Bagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, déplore s'être vu refuser l'accès à la prison de Kigali où son client est détenu dans l'attente du verdict de son procès pour terrorisme. Pas vu mon client, c'est ça tout le problème. Il refuse que je voie mon client. J'ai été voir le bâtonnier qui n'a pas voulu me recevoir, j'ai été voir le procureur général qui n'a pas voulu me recevoir, le ministre des Affaires étrangères et le ministre de la Justice. Mais, donc en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a contacté son homologue, le parquet fédéral l'a fait également, et ils ne veulent pas nous répondre, ils ne veulent pas que je le voie. Et donc ça fait 1 an qu'il n'a vu, donc Maître Gattera, heureusement, elle a pu le représenter comme avocat rwandais, mais il refuse toujours, pour une raison que je ne connais pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Comment voulez-vous qu'on plaide si on ne voit pas son client? On n'est pas accusé. Comme ça, on est accusé de quelque chose. Ce quelque chose, ce sont des centaines de pages que l'on doit analyser avec lui. Si je ne peux pas l'analyser, ça veut dire que la justice ne peut pas être faite. Et ça, je trouve que je ne comprends pas non plus quelle est la raison, sauf, je vous dis, une raison d'État que je ne connais pas.
Tal Abaïd, l'un des très nombreux sites archéologiques en Irak où le trafic d'antiquités est très juteux. S'offrir une tablette en argile vieille de plus de 3000 ans avant notre ère est relativement facile et bon marché via Internet, au risque d'alimenter les trafics d'antiquités dans ce pays miné par l'insécurité et la corruption. C'est sûr que les sites archéologiques fourmillent en Irak et ces sites sont dispersés dans le vaste endroit à travers l'Irak. Il n'est pas possible de les compter dans la plupart des cas et il y a aussi des sites qui sont très loin des villes. Nous n'avons pas assez de statistiques sur le nombre d'antiquités qui ont fait l'objet de contrebande en provenance d'Irak, car cette contrebande ne comprend pas seulement des objets volés des musées, mais aussi ceux sortis illégalement des exhumations aléatoires des sites archéologiques. Le nombre total des sites archéologiques découverts à travers le pays ne dépasse pas les 10% de l'ensemble des sites archéologiques. Les fouilles archéologiques sont très peu nombreuses et dépendent des missions étrangères et ne suffisent pas pour découvrir tous les sites et pour cela, nous avons toujours besoin davantage de missions archéologiques. Les gardes de sécurité dépendent du Conseil irakien des antiquités et du patrimoine ou de la police chargée de la protection des antiquités. Ne suffisent pas car les sites sont très nombreux et le nombre des sites requiert un nombre de gardes plus important. Le Premier ministre palestinien Mohamed Shtayyeh déclare que le Liban recevra de l'aide médicale et des provisions des usines palestiniennes. Lors de la réunion hebdomadaire du cabinet à Ramallah, le Liban est aux prises avec une crise économique qualifiée par la Banque mondiale d'une des pires de la planète depuis le milieu du 19e siècle. Le Conseil des ministres a pris une décision qui est entrée en vigueur visant à accorder un congé non rémunéré aux employés officiels qui ne se sont pas fait vacciner contre le coronavirus jusqu'à la fin de la pandémie. Nous condamnons l'intention du soi-disant Fonds national juif d'accepter d'allouer d'énormes sommes d'argent pour saisir des milliers de dunums. Un dunum est égal à 1000 mètres carrés en Cisjordanie et à Jérusalem-Est pour étendre les colonies, ce qui incarne les efforts pour annexer et détruire la possibilité d'établir un État palestinien. Nous enverrons des qualités de médicaments et des provisions aux hôpitaux du Liban, produits par des usines palestiniennes, dont environ 85 types de médicaments et des provisions médicales. Le Qatar ouvre les candidatures pour ses premières élections législatives, dont la date a été fixée après plusieurs reports au 2 octobre. C'est un grand pas en avant pour le conseil consultatif. Avant, les membres étaient nommés, mais maintenant ils sont élus. Les gens peuvent donc choisir le meilleur dans chaque circonscription, et cette personne pourra représenter son district auprès du gouvernement. Nous sommes tous d'une génération plus jeune. La jeunesse est la richesse de ce pays et peut apporter un changement important au sein du conseil consultatif. C'est le premier conseil consultatif par voie d'élection et c'est une décision généreuse de l'émir du pays. C'est quelque chose de nouveau pour le Qatar et j'espère que le prochain conseil consultatif sera une réussite pour le bénéfice des générations futures. Tout cela est dû à la générosité de l'émir du pays. Un mot de sport avant de conclure. Le joueur international malien de Brighton en Angleterre, Yves Bissouma, s'est enfin exprimé sur les raisons de son absence en sélection malienne de football. C'était au cours d'un entretien hier dimanche sur une web TV nommée RP Media. Eladj Malik Guité. Après plus de 3 ans d'omerta, Yves Bissouma sort enfin de son silence. Le joueur international malien évoluant en Angleterre s'est exprimé sur les raisons de son absence dans les Nuits des Aigles depuis 2019 au cours d'un entretien largement diffusé sur les réseaux sociaux. Quand je suis arrivé ici à Brighton, j'étais blessé à l'épaule. Je jouais même à 40%, on va dire. Et moi, je me fais opérer, tu vois. Malgré que j'ai joué toutes ces années-là, tous les 2 ans, avec mon épaule fracturée, je me fais opérer. Et moi, je ressors de ça. D'accord ? Il n'y a plus de sélection pour moi. On ne m'appelle pas, rien. Je suis là. J'ai reçu aucun message. Je dis bien aucun message d'un dirigeant. Que ce soit coach, que ce soit personne. J'ai reçu 0 message. En outre, l'ancien joueur de l'AS Real de Bamako
a profité pour pointer du doigt les insuffisances au sein de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT. On est la meilleure équipe d'Afrique aujourd'hui. Mais aujourd'hui, si on joue contre le Sénégal ou l'Algérie ou n'importe quelle équipe, n'importe quel cran, on tombe. Pourquoi on tombe? Parce qu'il y a des détails. C'est les détails qui font la différence. C'est les détails qui font la différence. Il ne suffit pas seulement, c'est-à-dire, il suffit pas seulement d'être bon joueur. Des bons joueurs, il y en a partout. Mais il y a des petits détails qui font la différence. C'est pour ça que des fois, vous voyez des matchs, à chaque fois qu'on tombe contre des grands, ce n'est pas parce qu'ils sont plus forts que nous, ils sont pas plus forts que nous. Parce qu'ils sont bien encadrés, c'est tout. Pour retourner en sélection, le joueur souhaite rencontrer les responsables de la FEMAFOOT pour clarifier certaines choses. Moi, j'ai jamais dit je ne vais pas revenir. Moi, j'ai toujours voté pour revenir en sélection. Je n'ai pas arrêté, c'est juste qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Maintenant, maintenant, vous m'appelez, vous voulez que je revienne. Moi, je vous dis oui, j'ai envie de revenir. Voilà, on va s'asseoir, on va parler, on va mettre les choses au point. Et comme ça, moi, je reviens, il n'y a aucun souci. Âgé de 24 ans et l'un des éléments importants de la sélection malienne, les joueurs formés à l'Académie Jean-Marc Guiou de Bamako comptent de nos jours 15 sélections avec le Mali. Réclamé par une bonne frange du public sportif malien, son retour en sélection est de nos jours l'un des sujets brûlants de l'actualité footballistique du Mali, à moins de 2 semaines de la double confrontation des Aigles face au Rwanda et l'Ouganda, comptant pour les éliminatoires du Mondial Qatar 2022. C'est la fin de ce journal que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi, chers téléspectateurs. À très bientôt sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.